L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour donc, nous sommes sur Paris Première. Est-ce que vous considérez, puisqu'on parlait de ces primaires à droite, qu'elles peuvent avoir un aspect truqué? Parce qu'on a vu dans un sondage du Parisien, donc avant-hier, ou plutôt non hier, pour être extrêmement précis, qui montrait une ruée des Français vers ces primaires à droite, considérant que finalement le prochain président de la République, ce serait probablement celui qui sortirait vainqueur de cette primaire. Écoutez, moi, ce que je constate pour l'instant, c'est que pendant qu'on parle de cela, c'est-à-dire que pendant que les Républicains parlent de leur nombril, en quelque sorte, au pluriel, puisqu'ils ne sont plus d'accord sur rien et qu'ils se détestent cordialement et joyeusement tous, qu'ils sont déjà, je crois, 14 candidats, bientôt 15, avec peut-être Henri Guénaud, eh bien, on ne parle pas d'idées, on ne parle pas de fond. Enfin, il y a eu des livres, il y a eu des programmes. Ça n'est absolument pas ce qui ressort. Pour le moment, on parle, vous le voyez bien, on parle de mode de scrutin. Est-ce qu'on fait un vote électronique, un vote papier? Tout cela n'a pas beaucoup d'intérêt, et je crois que c'est le meilleur moyen de conduire les Français hors des urnes, parce que ça n'est pas ce qu'ils attendent de responsables politiques. Ils attendent des débats clairs, une vision, un souffle pour le pays. C'est exactement le contraire de ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'on a vu dans les sondages que une majorité de Français de droite avaient l'intention de se rendre massivement aux primaires. Oui, mais ça, je pense que ça ne traduit pas un enthousiasme. Ça traduit simplement l'idée qu'effectivement, il n'y a pas de leader naturel qui se dégage, et donc il faut bien en choisir un. Donc c'est un peu par dépit. Il y a 14 candidats, 15 candidats, mais à gauche, c'est pas beaucoup mieux. Vous avez les deux isnogoutes du gouvernement, en quelque sorte, M. Macron et M. Valls, et puis le calife de l'Élysée, M. Hollande, et on se demande qui sera candidat au final. Donc c'est un petit peu compliqué, mais pendant qu'on parle de ça, on parle de personnes, on parle de querelles d'ego, de querelles de petits chefs, et on ne parle pas de projet. En revanche, le 1er mai, notamment, et puis nous allons faire 8 conventions nationales thématiques entre septembre et décembre, par exemple. Marine Le Pen, elle, est candidate. Nous avons un projet, nous avons une candidate, et nous essayons de parler du fond. Alors dans ce tintamarre inintéressant des primaires, ça n'est pas facile, parce que c'est vrai que les petites phrases intéressent toujours plus que les idées, mais nous maintenons le cap, et nous maintiendrons le cap quand même des idées. La chancelière allemande Angela Merkel a clairement dit que l'un de ses objectifs politiques était de lutter contre vous. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Je m'étonne qu'il n'y ait pas encore eu de communiqué officiel de la présidence de la République française pour s'indigner, quel que soit le parti politique mis en cause, s'indigner de cette ingérence d'un chef d'État, chef de gouvernement en tout cas étranger, qui viendrait donc combattre en France sur le terrain démocratique pour expliquer pour qui il faut voter et ne pas voter. Non, mais combattre le Front National, c'est pas forcément s'ingérer. Ah si, quand on est chancelière allemande, on n'a pas à dire aux Français pour qui ils doivent voter ou ne pas voter. Je pense qu'elle doit s'intéresser à la vie politique allemande, mais je verrais mal demain le président de la République française aller dire aux Allemands, écoutez, il faut voter pour tel parti, mais ne pas voter pour tel autre. Non, ce serait inacceptable, les Allemands ne l'accepteraient pas et ils auraient raison. Tout à l'heure, vous disiez, on ne parle pas suffisamment des idées, ce sont les idées qui sont en cause, notamment dans l'accueil des migrants, dans la conception de la société. Mais Madame Merkel a le droit d'être, et elle le fait d'ailleurs, pour l'accueil illimité des migrants, elle a le droit d'être pour l'Europe, l'Union européenne sans frontières et fédérale, elle a le droit d'être pour un modèle social absolument épouvantable qui fait que des retraités ne s'en sortent absolument plus, c'est ce qui nous attend en France. Bien sûr, ça ce sont des idées, mais elle cite, oui, mais ça fait longtemps cela. Elle cite un parti politique français, le Front National, qu'elle dit vouloir combattre. Bien écoutez, en même temps, c'est une forme d'hommage, ce qui prouve que effectivement le Front National, les Patriotes et Marine Le Pen sont effectivement l'alternative à ce modèle européiste de Madame Merkel qui est ultralibéral, sans frontières et immigrationniste. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on comprend Madame Merkel. Elle préfère à l'Élysée avoir une espèce de vice-chancelier qui s'appelle Sarkozy. Oui, c'est ce qu'avait dit Marine Le Pen au Parlement européen. Elle s'était fait tacler par le président de la République. C'est pas fait tacler, pas du tout. Vous regarderez la vidéo. Et elle préfère avoir un vice-chancelier qu'un vrai chef d'État qui dise maintenant c'est terminé. On arrêtera de défendre les intérêts allemands. On défendra maintenant les intérêts français parce que nous sommes français. Est-ce que vous ne considérez pas que quand même ce renfort va peut-être aussi jouer un rôle dans le fameux plafond de verre qui est né des régionales, à savoir un premier tour où vous avez fait évidemment des scores considérables aux alentours de 40%. Un deuxième tour qu'il a été beaucoup moins, donc plus ou moins aux alentours de 20%. Parce que c'est ça le problème du Front National aujourd'hui. Je parle en termes électoraux. Pourquoi 20%? Non, au second tour, nous avons fait des scores beaucoup plus élevés que 20%, bien sûr, jusqu'à 45%. Non, je pense que cette ingérence allemande de Mme Merkel va ouvrir les yeux de beaucoup de Français, qui vont se dire, mais dites-moi, il y a vraiment une oligarchie, il y a vraiment une caste qui tient à ce que rien ne bouge, qui se serre les coudes,
qui essaie de terroriser les peuples, qui bafoue tous les principes démocratiques et républicains. Non, excusez-moi, c'est important. C'est inédit, c'est une première. Si on laisse passer ça, alors demain, on viendra dire aux Français, écoutez, vous avez le droit de voter pour tel ou tel parti, vous n'avez pas le droit de voter pour tel autre. En tout cas, c'est ce que vous demande la chancelière allemande. Il y a des gens qui ont pris position contre Berlusconi en Italie, en France, et ça n'a pas fait un pataquès pareil. Est-ce que vous avez déjà vu un chef de gouvernement français ou chef d'État donner des consignes, en quelque sorte, de vote à un pays étranger? Je ne le crois pas. Et moi, personnellement, ça me choquerait. Bon, voilà, ce sont des principes. Mais en même temps, sur le fond, c'est intéressant. C'est intéressant. Madame Merkel, elle est sur l'affaire du plafond. Non, mais elle est Juppéo-compatible, elle est Hollando-compatible, elle est Sarko-compatible. Madame Merkel, c'est une évidence. Sa politique, c'est la même. Justement, c'est pour ça que j'en viens à l'histoire du plafond. Elle n'a pas une politique patriote et donc elle n'aime pas les patriotes. Finalement, une grande majorité de Français et de responsables politiques ne veulent pas de vous. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que vous avez de très bons scores à des élections régionales que vous pouvez peut-être envisager de gagner la présidentielle. Eh bien, nous ne cessons de progresser. Nous sommes premier parti de France, ce qui, vous en conviendrez, est pas mal pour un parti dont personne ne voudrait. Ça, on pourrait le contester aussi, parce que c'est incontestable. Nous sommes arrivés largement en tête, avec 28% des voix au niveau national aux élections régionales, et même face à des coalitions. Si on compte en nombre d'élus, c'est pas le cas. Mais enfin, ne chicaillons pas sur les mots. Non, mais il y a une dynamique, et je pense que, vous savez, si on n'a pas gagné, on va revenir. Si vous voulez revenir vraiment au régional, c'était il y a 5 mois, mais on va y revenir. Au régional, si on a perdu au second tour dans certaines régions qu'on pouvait gagner, c'est uniquement parce que le PS s'est retiré ou a fait une campagne d'hystérie. C'est-à-dire qu'ils ont tiré leur dernière cartouche. Mais même si je reprends vos arguments, ce qui n'est pas mon souhait, mais qui se permet de faire avancer la conversation, c'est exactement ce qui va se passer au présidentiel. Regardez les projections. Je ne le crois pas. Regardez les projections qui sont données à Alain Juppé, et il colle une raclée monumentale à Marine Le Pen. Si jamais c'est lui qui est arrivé au deuxième tour. Édouard Balladur devait gagner des... Il était au pouvoir, Balladur. Juppé ne l'est pas. Juppé l'a été. Il y a presque 30 ans. Oui, il y a 30 ans, il était ministre du budget. Il y a 20 ans, il était Premier ministre. Tout ça, ça va revenir dans la campagne. Il y a 5 ans, il organisait l'opération en Libye puisqu'il était ministre des Affaires étrangères. Il l'organisait avec BHL et Nicolas Sarkozy, cette désastreuse opération en Libye qui a mis les islamistes au pouvoir. Vous voyez, donc tout ça va revenir dans la campagne. Il y aura le temps de la campagne. On n'y est pas encore. Pour l'instant, nous, on essaie de développer des idées sur l'école. On va lancer un collectif sur la santé. Les usagers de la santé, là, dans quelques jours, parce qu'il y a des choses à dire, notamment sur la dépendance, sur l'accès aux soins, et voilà. Et pendant ce temps-là, ils feront leur primaire, ils feront leur guerre des chefs, et les Français jugeront. Mais moi, je suis persuadé que les Français en ont marre de ces coalitions de second tour qui servent uniquement à préserver des places, des intérêts acquis pour certaines personnes, mais qui visent surtout le conservatisme, à ne rien jamais changer en France. Oui, or, il faut changer beaucoup de choses. Mais j'en reviens à ma question, parce que c'est toujours évidemment une interrogation politique pour beaucoup de gens. Comment passer la barre des 51% ? En convaincant, en avançant. Vous savez, sans alliés. Mais en quelques années, on est passé de 10 à 28% des voix. En quelques années. Il n'y a aucun autre parti politique français qui a connu cette dynamique. Là, il reste quelques mois seulement. Non, il reste 1 an et nous continuons d'avancer. Et vous inquiétez pas, c'est bien notre objectif. Je vois des gens inquiets dans la vie politique française. Ils sont pas au Front National, hein. Ils sont au PS, ils sont chez les Républicains. Eux, ils sont inquiets, oui, parce qu'ils voient bien la dynamique sur le terrain. Et pour le reste, on fera confiance à l'intelligence des Français. Si les Français veulent que rien ne change, ils ont le choix, hein. Ça s'appelle Macron, Juppé, Hollande, Sarkozy, il y en a Valls. Il y en a une tripotée. S'ils veulent que ça change, il y a objectivement un seul vote aujourd'hui. C'est le vote utile patriote Marine Le Pen. Question, si jamais justement elle n'était pas élue en 2017, est-ce que ça veut dire que vous, elle, passeriez à autre chose ? Bien sûr que non. Le combat politique, ce n'est pas une élection. Le combat politique, ce sont des convictions que vous défendez. Et d'ailleurs, pas qu'au moment des élections d'ailleurs. En permanence, par des initiatives, par les réunions publiques, par votre travail parlementaire, par votre travail d'élu local, ce que je fais moi dans ma région et au Parlement européen, ce que fait Marine Le Pen. Voilà, c'est ça le combat politique, c'est faire avancer des idées. Et nous pouvons imaginer beaucoup de formes d'action. Un grand papier de l'AFP récemment parlait de l'apaisement que souhaitait mettre en place Marine Le Pen, justement, depuis un certain nombre de semaines, d'ailleurs, et pour les mois qui viennent, pour présidentialiser, justement, sa présidence. Est-ce que c'est vrai qu'il y a cette stratégie ? Alors, je ne parle pas simplement des conventions thématiques, mais qu'il y aura une stratégie politique, disons, qui est presque celle un peu de Juppé, hein, c'est-à-dire la tranquillité, une certaine forme d'effacement médiatique, etc., etc. Alors, la France apaisée, c'est un objectif politique pour la France. On ne parle pas de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes apaisés, tout va très bien. On parle surtout de la France qui, elle, va mal, qui connaît des tensions très fortes, l'insécurité. Je ne sais pas si on va parler de ça, mais les manifestations de policiers, je crois le 18 mai,
qui à mon avis est une bonne initiative, une très bonne initiative. On les comprend parfaitement, mais c'est quand même le signe. Qui est donc une réponse au tract notamment de la CGT. Oui, les affiches immondes de la CGT, ces violences terribles contre la police. Il y a une vraie envie aujourd'hui de tuer du flic, c'est une évidence. Et puis c'est ce non-soutien, ou ce soutien très mou du gouvernement, des gouvernements, et même le massacre des effectifs. Je rappelle les 12 500 postes supprimés de police et de gendarmes sous Nicolas Sarkozy. Donc c'est quand même un signe que la France est sous tension, qu'il y a des problèmes d'insécurité. C'est aussi le signe, il y a beaucoup en France de tensions économiques, de difficultés du fait de ce chômage de masse, de cette pauvreté, de ces retraites, de misère, ces retraités pauvres. Ce statut de la femme qui est dévalorisé notamment à cause de l'immigration massive et de la montée du fondamentalisme. Tout cela, ça crée une société sous tension, en ébullition, qui va mal, qui se fracture. Tout à l'heure, vous avez employé... Eh bien, il faut la réunifier, et pour cela, il faut aller vers cette société, cette France apaisée, effectivement. Cette France apaisée, tout à l'heure, vous avez employé l'expression tuer du flic, ce qui n'est pas du domaine de l'apaisement. Qui veut tuer du flic? Parce que vous l'avez encore vu hier, je crois. Non, mais du côté de Nantes. Si je ne me trompe pas. Ce sont des manifestants, ce sont ce sont des casseurs. Non, je dirais pas la CGT. La CGT a une responsabilité dans les affiches. Et on en termine. Dans les affiches qu'elle diffuse ou que certaines sections diffusent sont irresponsables. Je veux dire, la CGT ferait bien de valider les affiches qu'elle laisse diffuser, parce que honnêtement, considérer que les policiers collectivement seraient des meurtriers, qu'ils auraient du sang sur leur uniforme et en quelque sorte une sorte de l'équivalent des casseurs, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, je trouve cela immoral, injuste, dangereux pour eux, parce que ça les désigne comme des cibles, et évidemment irresponsable. Voilà, merci. Ça c'est ce qu'on peut dire. Quant au gouvernement, on aimerait qu'il se manifeste un tout petit peu plus sur cette affaire. Merci Florian Philippot, donc l'invité de Radio Classique. Et merci donc, à vous. De Paris Première ce matin, il est 8h29, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, puis ce sera la revue de presse, puis nous parlerons évidemment avec les éditorialistes de ce matin.